déjà 5 ans, accueille les nouveaux arrivants et les aide dans leur processus d'intégration. Bienvenue à l'immigrant a vu le jour à l'initiative de Mme Henriette Mvondo, il y a effectivement 5 ans, comme je vous le disais tantôt. Aujourd'hui, en ce début de mois de février, qui célèbre l'histoire de la communauté noire, nous allons découvrir ensemble une artiste issue de la diversité et native de Montréal. Madame Desrosiers, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Evelyne, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait très plaisir. Le plaisir est pour moi. Alors, je vais vous laisser vous-même vous présenter. Comment est-ce que vous vous présentez-vous? Mon Dieu, c'est la question qui tue, comme on dit. Alors, qui suis-je? Mon nom est Sylberte Desrosiers, de l'Envol de la pensée. Donc, je suis mère, je suis épouse, je suis rédactrice et réviseur. Je suis également quelqu'un une amoureuse des mots. Une amoureuse des mots. Je suis une amoureuse de tout ce qui touche à la spiritualité, le développement personnel, le coaching, le développement et le dépassement de soi. J'ai également un parcours en psychologie et travail social. Et depuis 2020, je peux dire, là je vais peut-être me tromper dans les dates, mais depuis 2020, je suis officiellement artiste entrepreneur. Donc, je me suis déclarée artiste professionnelle. Je suis aussi dans l'art-thérapie, donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je suis bachelière, cette partie-là, j'aime pas trop le dire, parce que je trouve que mettre des papiers dans dans le tout, on dirait que ça enlève un peu on en parlera tout à l'heure. Dans les sens, exactement. Sinon, je suis bachelière SR de l'Université du Québec en Outaouais. Je suis sûre que j'oublie des choses. Je suis blogueuse engagée, je suis conteuse. J'anime parfois des émissions sur Instagram. Ça, je le fais aussi. Mon Dieu, c'est difficile de se présenter parce que j'arrive jamais à trouver le bon angle. De qui je parle, qui je suis. Est-ce que je parle des étiquettes ou je parle de moi? C'est toujours difficile un peu de dire, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va en dire trop ou pas assez. Donc, on se demande toujours qu'est-ce que la personne veut savoir exactement. C'est pour ça que moi, j'aime qu'on me pose des questions. Mais tantôt, je vous présentais comme une artiste, et puis dans votre propre présentation, vous avez présenté tellement de casquettes que vous avez, et en plus, vous êtes maman de 5 enfants. Mais comment est-ce que vous faites tout ça là? Comment est-ce que vous avez arrivé à faire tout ce que vous faites? C'est une bonne question. Moi-même, je me pose la question. Donc, si jamais vous trouvez la réponse, venez me voir. Non, je vais vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, j'ai dit ce que je fais, mais j'ai mis de côté le 9 à 5. Là. Donc, je fais beaucoup, oui, mais en même temps, tout ce que je fais va ensemble. Donc, et par exemple, ma formation de travail social, psychologie, je l'utilise dans ma vie de maman. Le coaching, je l'utilise dans ma vie d'épouse. Donc, tout va ensemble. Hein. Même faire la cuisine, là, qui peut être une tâche bien simple, mais il y a du coaching dedans. Et vous coachez par votre mari, là? On en parlera plus tard. Donc, il y a tout ça dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on demande à 2 enfants de travailler ensemble et qu'il y a des frictions, le coaching va rentrer dedans. Parce que oui, il y a le côté maman, mais il y a le côté coaching qui embarque. Il y a le côté, si jamais les enfants sont trop excités, OK, on va sortir les pinceaux, on sort tout le stock d'art. Et puis voilà, on fait de l'art-thérapie. Donc, tout va ensemble. Mais comment j'en suis venue à être là où je suis? C'est la vie, tout simplement. Il faut savoir aussi que l'être humain est en constante évolution. Moi, si on m'avait demandé, il y a à peine 5 ans, si je serais assise aujourd'hui à me parler de moi en tant qu'artiste, jamais j'aurais dit ça. Et pourtant, l'art a toujours fait partie de ma vie. L'art a fait partie de ma vie parce que très jeune, j'ai chanté dans les chorales à l'église, j'ai joué de la clarinette, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais oui, j'ai joué de la clarinette. J'ai fait du théâtre à l'école, j'ai fait de l'improvisation. Donc, l'art m'a toujours suivie, mais je ne me suis jamais vue en tant qu'artiste. Parce que la société nous dit l'art, c'est bien, mais ce n'est pas une carrière. Surtout dans la communauté noire, ce que j'ai toujours trouvé drôle en fait, parce que la communauté haïtienne aime beaucoup les arts.
Écoutez, on est des artistes, on travaille le bois, on a beaucoup de théâtre chez nous, on a beaucoup d'humoristes. Et pourtant, si on va vers nos parents pour dire c'est ce qu'on veut faire comme travail, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, j'ai commencé, mon Dieu, comme un peu tout le monde, dans l'administration, service à la clientèle. Mais je ne me retrouvais pas. Donc, je ne me retrouvais pas. Donc, j'ai continué. Il faut dire aussi que j'ai arrêté, mon Dieu, j'étais aux études, mais j'ai mis une pause sur mes études à un moment donné parce que j'en avais trop. Et c'est là que je me suis mariée, j'ai fondé la famille, j'ai fait ça très jeune. Donc, j'ai fondé la famille. Après, chérie a débuté sa propre carrière. Donc là, j'ai mis un autre chapeau que je ne connaissais pas non plus, qui était le chapeau d'agent d'artiste. Oh! Donc, je suis devenue agent d'artiste. Donc, encore une fois, j'ai baigné dans les arts. Ensuite, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et ensuite, j'avais quoi quand je suis retournée aux études? J'avais 32 ans. Oui, j'avais 32 ans, j'avais 4 enfants à l'époque. Oh. Mais je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Mais malgré que je voulais faire quelque chose de nouveau, je me suis retrouvée dans quelque chose que je connaissais déjà, qui était l'écriture. Parce que l'écriture, ça aussi, c'est quelque chose qui a toujours été avec moi. Donc, très, très jeune, mon Dieu, j'avais quoi? J'avais peut-être 8 ou 10 ans. Et j'écrivais des textes que chaque fois que le professeur les lisait, il me demandait toujours est-ce que j'avais triché. Hein? Est-ce que j'avais triché ou à qui je parlais tellement mes textes, c'était pas de mon âge. Ouais. Oui, c'était original, mais les mots que j'employais, les mots que j'utilisais, c'était pas nécessairement les mots d'un enfant de 8 ans ou 10 ans. Donc, j'ai commencé à écrire très jeune. Petite parenthèse, c'est que moi, dans mon parcours, c'est que je trouvais que les gens ne m'écoutaient pas. Donc, les gens ne m'écoutaient pas. J'avais l'impression de ne pas pouvoir trouver ma place parmi ma famille. À l'école, je ne trouvais pas ma place. L'écriture était une façon de c'est ça, l'écriture. Exactement. L'écriture, ça a été ma thérapie. Très jeune, sans savoir à l'époque que ça s'appelait une thérapie. Mais l'écriture, ça m'a aidé beaucoup parce que je me disais, ma feuille de papier, elle ne me jugera jamais. Mon crayon ne me jugera jamais. La seule chose qui peut arriver, c'est que mon crayon me dise, écoute, j'ai besoin d'être un peu aiguisé. Ou la feuille me dise, écoute, je suis pleine là, il faut me changer. Mais jamais elle va prendre ce que je dis et me le retourner. Jamais elle va utiliser ce que j'ai dit contre moi. Donc, moi, c'était ça l'écriture. Donc, j'ai commencé avec ça. Ensuite, là, je suis rendue à 32 ans. Donc, comme j'ai dit, je suis retournée aux études. J'ai fait mon bac à temps plein. Donc, oui, avec les 4 enfants, parfois, je faisais mes devoirs et j'avais le bébé, j'allaitais, oui, non, mais j'étais déterminée à le faire. Et après mes études à l'université, ben là, je me suis dit, OK, donc là, je suis retournée en rédaction. Au départ, c'était rédaction-traduction. Finalement, je me suis dit, non, j'aime pas la traduction. Et je me suis retrouvée en communication. Moi qui n'aimais pas parler en public, qui, encore une fois, comme je disais, qui se réfugiait sur sa feuille, qui ne la jugerait pas, je me suis retrouvée en communication publique. Oui, en plus. Donc, communication publique, relations publiques, je me suis retrouvée là. Ensuite, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle Mission Exploratoire Économique Entrepreneuriale. Ça, c'est une mission qui aide les femmes entrepreneurs d'ici à connecter avec les femmes entrepreneurs dans toute la francophonie. On a débuté par Haïti. L'an dernier, au mois de novembre, on est allé au Sénégal. Donc, avec cette entreprise-là, j'ai rencontré des femmes de différents milieux, dont des artistes. Et à chaque fois que je les voyais, je me disais, intéressant, on peut faire ça, c'est bien. Et c'est là que je me suis dit, écoute, la créativité ne m'a jamais laissée. La créativité a toujours été là. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec ça, mais on fait taire la petite voix. On fait taire la petite voix qui nous dit vas-y, et on entend les voix plus fortes de la société, des parents, des amis qui me disent mais non, tu ne peux pas faire ça, fais ça. Donc, je suis revenue de la mission, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Je dois faire quelque chose. Mais j'ai laissé ça de côté, je suis allée travailler au gouvernement, comme à peu près tout le monde.
Et là, je me suis dit, non, c'est ce que je vais faire. Je vais rester sur pas la base, mais le côté, la zone de confort. Je me suis dit, je vais travailler de 9 à 5, j'aurai le salaire qui va rentrer à chaque fois, ça va être ça. Ça va être confortable et puis c'est tout, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. En 2017, je veux dire, le besoin de m'exprimer s'est revenu. Il fallait que j'écrive, il fallait que ça sorte. J'avais l'impression d'avoir un trop-plein, je ne sais pas exactement d'où c'est venu, mais j'avais un trop-plein, il fallait que j'écrive, il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'était à la naissance de ma dernière, ma fille qui a maintenant 5 ans. Et c'est là que j'ai lancé mon blog Engager l'envol de la pensée. Et quand je l'ai lancé, au départ, c'était pour moi. Donc, je voulais écrire, je voulais me défouler un peu. Mais plus j'y pensais et plus je me disais, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de blogueuses. Mais toi, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Pourquoi est-ce que ta plume à toi, elle est importante? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que parler du lifestyle, parler de quoi mettre pour aller dans un gala, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur Google. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas encore fait? Et c'est là que je me suis dit, la première chose que je peux faire, c'est d'être moi. Donc, de raconter ma propre histoire. Mais là, je me suis dit, les gens ne veulent pas simplement savoir le beau côté des choses. Parce que, justement, sur les réseaux sociaux, c'est juste le beau qu'on montre. Donc, moi, je me suis dit, je vais me concentrer sur le moins beau. Donc, je vais me concentrer sur l'ascension qui mène au sommet. Et là, j'ai commencé à parler de sujets... L'ascension qui mène au sommet. C'est ça, parce que ça, on n'en parle pas. On parle de quand on a débuté, on parle une fois rendu au sommet, mais personne ne parle de l'ascension. Personne ne parle du nombre de fois où on a chuté. Personne ne parle du nombre de fois où on s'est retrouvé par terre et on s'est dit jamais je vais me relever. Personne ne parle de ça. Donc, je me suis dit, c'est sur ça que je vais me concentrer. Donc, j'ai commencé à parler de sujets tabous dans notre communauté. Donc, j'ai parlé de mes fausses couches, parce que j'en ai eu 5 au total. Donc, j'ai parlé de mes fausses couches, j'ai parlé du suicide d'un de mes amis, j'ai parlé des relations toxiques dans la famille, ça encore une fois, on n'en parle pas non plus. J'ai parlé des relations difficiles avec ma mère. Donc, c'est de ça que j'ai commencé à parler, j'ai commencé à m'exprimer là-dessus. Et la réponse que j'ai eue m'a prouvé que je devais continuer. Parce qu'il y a des gens qui ne commentaient pas directement sur mes articles, mais ils m'écrivaient des messages privés. Ils me disaient merci d'avoir parlé en mon nom, merci d'avoir dit ce que moi, je n'ai jamais réussi à dire. Et là, je me suis dit, ah, mes mots servent à quelque chose. Donc là, le côté rédaction, mes mots servent à quelque chose. Ma façon de dire les choses, ma façon de m'exprimer, ah, voilà, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Et j'ai continué comme ça dans l'écriture. Mais le côté art, ça, c'est vraiment venu avec le décès de ma grand-mère en 2021. Donc là, comme j'ai dit, si le besoin de m'exprimer avec l'écriture est arrivé en 2017, en 2021, là, c'est là que je me suis dit, non, je dois faire sortir mon côté créatif, je dois faire sortir tout le bagage que j'ai en fait. Et intuitivement, j'ai choisi les arts plastiques. Je sais pas. J'avais jamais touché à ça. Mais je pense que c'était un très bon choix parce qu'on a ici, par exemple, une de vos œuvres, disons 2 de vos œuvres, très très jolies d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ça représente? Alors voilà. Les œuvres que je crée, ça c'est une autre chose aussi, c'est que je me suis dit, quand je vais créer, comme j'ai dit, je me suis lancée dans les arts plastiques, aucune notion des arts plastiques, donc je suis autodidacte. Hein. Mais encore une fois, je me suis dit, je ne vais pas créer pour créer. Parce que créer pour créer, à un moment donné, on finit par s'en fatiguer, s'en lasser parce qu'il n'y a pas de l'essence, il n'y a pas notre âme. Il n'y a pas l'âme. C'est ça, n'est pas là. Et là, je me suis dit, encore une fois, j'ai dit, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Et c'est là que je me suis rappelé que depuis toute petite, dès qu'on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, j'ai jamais répondu médecin, avocate, j'ai jamais répondu ça. Ce que je répondais tout le temps, c'est je veux écrire et aider les gens. C'est tout ce que je répondais. Et là, je me suis dit, quand en commençant l'art plastique, j'ai dit, je veux que tout mon bagage se retrouve dans ce que je crée. Donc, autant mon bagage socioculturel, mon bagage émotionnel, mon bagage spirituel,
mon parcours professionnel, je veux que tout se retrouve dans l'art que je crée. Donc, si on voit, c'est un portrait de femme. Bon, je suis une femme. Donc, le portrait que je crée, c'est avant tout la femme que je mets en avant. La femme, principalement la femme noire. J'inclus toutes les femmes, mais comme je suis une femme noire, je me concentre sur les femmes noires. Mais je regarde la femme dans toute sa splendeur. Donc, mes premiers tableaux, c'est sûr qu'elles étaient toutes soit brunes ou sinon noires, c'était tout ça. Mais après, je me suis dit, la femme a différentes couleurs. Oui. Mais quand on parle de couleurs, on ne parle pas juste de la teinte. Non. On a différentes couleurs, différentes saveurs. Et c'est là que je me suis mis à créer avec des couleurs différentes. Donc, la femme ici, je l'ai appelée main dans la main avec Dieu. Oh. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai créée celle-là en 2023. J'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc, pourquoi je l'ai appelée comme ça? C'est que souvent, quand on crée, mais n'importe qui a à un moment donné un moment de réflexion. Qui je suis? Où est-ce que je m'en vais? On tourne en rond parfois, on a des maux de tête, parfois même la maladie arrive. Oui. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est de marcher main dans la main avec Dieu. Et puis ça, je parle Dieu, pas nécessairement le Dieu religieux, là. Je parle le Dieu, ce qui est plus grand que nous. Ce qui est plus grand que nous, ceux qui nous aident à nous connecter. Donc l'univers, il y en a qui vont l'appeler l'univers, il y en a qui vont l'appeler de différentes façons. Mais je parle de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, c'est celui qui nous tient, il nous tient par la main comme un père tient son enfant. Mais quand on se décourage, quand on commence à douter, quand on commence à stresser, c'est tout simplement parce qu'on a lâché la main de notre père. Donc, quand j'ai créé ce tableau-là, déjà, avec ce tableau-là, j'ai utilisé une technique d'encre à l'alcool que je n'avais jamais utilisée. Donc, quand je l'ai utilisée, j'ai commencé et je me suis dit non, je vais le rater, je vais le rater, je vais le rater. J'ai recommencé plusieurs fois et je me suis reconnectée et je me suis dit, pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui te manque? Et là, j'ai fait, j'ai lâché sa main. Alors voilà, je me suis reconnectée, j'ai dit main dans la main avec Dieu. Donc c'est pour ça que, vous voyez, elle brille. Il y a le côté vert qui est le côté, la couleur de l'espoir. Mais quand on la regarde aussi, on voit aussi un peu la terre, si on veut. Et j'ai mis le trèfle à 4 feuilles. Et ça, c'est pour me souvenir que je ne suis pas nécessairement chanceuse, mais je suis bénie. Parce que, encore une fois, je marche main dans la main avec Dieu. Voilà. Mais dans votre parcours disons, de femmes et de femmes issues de la diversité, je ne veux pas dire femmes noires, est-ce que vous avez eu à rencontrer à relever des défis vraiment costauds? Ben oui. Et comment ça vous a fait? Poser cette question, c'est un peu y répondre. Hein. Mais écoutez, moi, c'est sûr que j'ai eu plusieurs défis. J'ai plusieurs défis. Premièrement, parce que, bon, la communauté, le Québec, on s'entend, c'est un très bel endroit, mais le Québec aussi a ses défis par rapport à la diversité. Donc, c'est sûr que quand on arrive quelque part, les gens nous regardent, ils ne voient pas notre parcours, ils ne voient pas notre talent. La première chose qu'ils voient, c'est la couleur de notre peau. Ça arrive souvent, malheureusement, et même en 2023. Donc, ça, c'est un des défis que j'ai eu à relever, qu'il fallait toujours me prouver un peu plus. Il fallait toujours que je leur montre que oui, je suis digne d'être là, presque là. Un autre défi, c'est que oui, je suis issue de la diversité, mais moi, je suis née à Montréal, mais de parents haïtiens. Donc là, on a le choc culturel. Hein. Ouais. On a les amis qui parlent d'une façon à l'école, mais arrivés à la maison, non, ça ne passe pas chez moi. Là. Ouais. Donc, il y a ça, il y a ce gros défi-là, le choc culturel. Ça a été un très gros défi à relever, mais quand on se trouve soi-même, ça aide aussi. Un autre défi, toujours par rapport à mes parents, c'est qu'ils sont arrivés si jeunes. Donc, eux aussi, ils ont emmené le plus qu'ils avaient de la mentalité, la culture haïtienne, mais ils sont arrivés jeunes ici. Donc, eux ont vécu un choc qu'ils nous ont transmis. Donc, nous, c'était un double choc. C'était un double choc. Donc, c'était de savoir, OK, donc là, je vis dans la société québécoise.
qui est dans un autre pays qui s'appelle le Canada. Et on sait que le Québec, le reste du Canada, parfois, ils sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et là, je me dis, OK, donc là, moi, je suis de descendance haïtienne. Avec des parents qui sont arrivés ici jeunes, mais je suis au Québec. Née au Québec. Née au Québec. Et alors là, je suis où là? Je suis dans quelle case? Est-ce que je suis dans la case canadienne? Je suis dans la case haïtienne? Je suis dans la case descendance africaine? Parce qu'avant d'être haïtienne, j'étais africaine, mais c'était ça un de mes défis. Les gros défis, le plus costaud, je pense, ça a été de trouver ma propre identité. Je me retrouve où là-dedans? Et en plus, pour mettre la cerise sur le sundae, comme on dit, c'est que mon nom de famille, c'est Desrosiers. Effectivement. Alors voilà, maintenant, allez expliquer à un Québécois qui vous a entendu parler au téléphone avec mon accent de Montréal, un Québécois qui vous a entendu parler au téléphone, qui vous voit pour la première fois, qui a un choc, et allez lui expliquer que Desrosiers, oui, mon père est haïtien, full haïtien, comme on dit, et il a un nom de famille Desrosiers. Donc là, les 101 questions commencent. OK, mais tu viens d'où? Comment ça? Pourquoi est-ce que tu as ce nom-là? Là, ça commence. Donc là, à chaque fois que j'arrive quelque part, la plupart du temps, il faut que je me présente 2 fois. Il faut que je me présente qui je suis, mais il faut que je me présente parce qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai ce nom-là. Et pourquoi est-ce que Sylberte, finalement, apparemment, c'est un ancien nom québécois. Mais si tes parents sont haïtiens, comment... Donc ça, c'est toujours le défi, se présenter. Et à force de se présenter, de se représenter, c'est fou, mais on finit par perdre sa vraie identité. Parce qu'on ne sait plus. Même que je vais vous dire, à un moment donné, c'était tellement fatigant d'avoir à me représenter tout le temps que j'ai voulu changer de nom. Je me suis dit que ça allait être plus facile. Je me suis dit, par exemple, si j'adopte un autre nom, par exemple, pendant un moment, je me suis appelée Aïcha. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, les gens vont voir Aïcha, ça fait immigrant, ils me laissent tranquille. Tu comprends? Mais on finit par se perdre. C'est fou. Donc, ça, c'est un défi. Maintenant, c'est sûr que l'autre défi, c'est d'être une femme aussi, femme noire. Quand j'ai commencé avec lui à être d'artiste, déjà, je suis une femme. Déjà, je suis une femme noire qui représente son mari. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me regardaient. Oui, mais t'es juste sa femme. Non, il faut que je négocie son contrat avec toi. Donc, il y a beaucoup ça. Les gens ne nous prennent pas nécessairement au sérieux. Déjà, ils ne nous prennent pas au sérieux en tant que femme, mais en tant que femme noire en plus, on ne nous prend pas au sérieux. Et si on a le malheur de lever un peu le ton, là, qu'est-ce qui arrive? Le mythe de la femme noire agressive. Donc là, on veut se faire comprendre, mais il ne faut pas parler trop fort. Et si on parle trop doucement, on ne nous prend pas au sérieux. Donc là, c'est encore une fois, c'est OK, donc là, qu'est-ce que je veux là? Est-ce que je veux montrer que je suis une femme noire agressive ou je veux montrer que je suis une femme d'affaires sérieuse? Donc, ça, c'est un autre défi. Mais avec tout ça, là, on est en février, c'est un mois qui est dédié à célébrer la communauté noire. Avec tout ce que vous avez vécu, ce défi, ce gros défi, est-ce que ce mois, ou bien cette célébration a une résonance en vous? Est-ce que pour vous, c'est un signe porteur, je ne sais pas, d'espoir? Ou bien, quelle est la résonance que ce mois a en vous? Le mois de l'histoire des Noirs, premièrement, j'aime pas le nom. Je n'aime pas le nom, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on dit le mois de l'histoire des Noirs, les gens ont tendance à se dire, OK, donc il y a une histoire pour les Noirs et une histoire pour les autres. Mais l'histoire, c'est l'histoire, tout simplement. Donc moi, je pense qu'il faudrait plus changer le nom, par exemple, pour dire le mois où on célèbre l'apport de la communauté noire. Ce que la communauté noire a fait pour nous. Pas le mot histoire. Non, parce que notre histoire, elle est mêlée au reste de l'histoire. Et l'autre chose aussi, c'est que le mois de l'histoire des Noirs, souvent les gens se disent « Ah ben c'est juste un mois ». Mais c'est pas juste un mois, le mois de l'histoire des Noirs. C'est au contraire, il faut travailler toute l'année pour célébrer au mois de l'histoire des Noirs. Donc c'est sûr que j'aime pas le nom, mais j'aime ce que ça représente. Donc j'aime le fait que pendant ce mois-là, on se concentre sur nous. Ce mois-là, c'est le mois où le reste du monde, justement, met sa caméra sur nous.
Et c'est là, je trouve que c'est le temps d'éduquer les gens qu'on a besoin d'éduquer. Mm. C'est le temps de leur montrer qui on est. C'est le temps de montrer ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on a fait. Surtout, malheureusement, encore une fois, je ne vais pas parler en mal du Québec, mais le Québec, par rapport au reste du Canada, il est très en arrière. Parce que souvent, quand on parle à des Québécois, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Pour eux, ils pensent qu'on est juste une vague d'immigrants qui est arrivée dans les années 70 et puis c'est tout. Mais ce qu'on a fait dans le passé ou bien ce qu'on fait maintenant qui peut impacter, disons, positivement la communauté? Moi, je dirais ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà en sachant ce qu'on a fait, donc en allant un peu revisiter le passé, déjà là, ils vont voir que la perception qu'ils ont de nous, elle est très erronée. Donc déjà là, de voir ce qu'on a fait, par exemple, si je parle juste des soldats noirs au Canada, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas qu'on n'avait pas le droit d'être dans l'armée ou ils ne voulaient juste pas qu'on soit dans l'armée. Donc on a créé notre propre armée, ils nous mettaient en avant. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, par exemple, que quand Christophe Colomb, etc., ils sont arrivés ici, ils avaient un traducteur qui était noir. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, juste d'aller revisiter le passé, ça aide aussi à comprendre pourquoi certaines personnes pensent de la façon qu'elles pensent aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes pensent qu'on n'a pas la place qui nous revient. Parce que souvent, ils pensent qu'on va venir, par exemple, ils vont nous dire, vous avez, par exemple, vous avez l'histoire des Noirs. Vous avez ici. Mais c'est parce qu'avec l'apport qu'on a fait dans cette société-là, on a mis notre contribution. Où est-ce qu'il nous revient? Je donne un exemple à la télévision. C'est maintenant qu'on voit peut-être 1 ou 2 acteurs noirs par-ci, par-là. Mais encore une fois, est-ce qu'ils ont les rôles principaux? Non. Et on pourrait les avoir, ces rôles-là. Donc, juste de revisiter le passé, comme je dis, ça permettrait de voir le travail que les gens ont fait, que d'autres personnes continuent, et qui malheureusement, si on n'a pas plus d'alliés, qui va encore continuer. Il y a des notions que les gens ont, des concepts qu'ils ont adoptés, qui sont erronés, mais ça se passe de famille en famille. Et ça, c'est pas juste, en passant, je parle de la société, mais c'est pas juste pour les Blancs, les Asiatiques, peu importe. C'est pour tout le monde. Parce que ça inclut nos enfants aussi. Parce que nos enfants de la communauté noire qui grandissent, qui vont à l'école ici, les professeurs qui ont une notion erronée, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent des données erronées à nos enfants. Donc, nos enfants finissent par croire qu'ils n'ont rien accompli dans cette société. Mais comment un professeur peut avoir une donnée erronée? Parce que l'histoire était complète. Il manque, ça on en parlera une fois, mais il manque des données dans l'histoire. Une mini parenthèse là, ok? Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire des Noirs commence à l'esclavage. Ça ne commence pas à l'esclavage. Parce que si on a l'esclavage, c'est parce qu'il y avait des Noirs avant. Ceux qui viennent avant, ils sont où dans mon histoire? Ils sont où dans mon livre d'histoire? Quand on parle de l'histoire du Québec et du Canada, où est Mathieu Dacosta? Quand on parle, je vous donne un autre exemple, j'avais vu l'histoire le livre d'histoire de ma fille, et l'esclavage au Québec, c'était un mini paragraphe en dessous d'une page. Je ne sais pas ce que ça a été. Où est Marie-Angélique? Où est comment s'appelle Olivier Lejeune? Pourquoi on n'en parle pas? Vous voyez, donc nos enfants, si nous, en tant que parents, là je vais faire une autre parenthèse, nous, en tant que parents de la communauté, on a encore un travail d'éducation à faire avec eux. Sinon, ils se retrouvent perdus aussi. Ils vont simplement écouter ce que le professeur et ce que les amis disent, et ils vont penser que c'est ça. Donc, ils vont grandir avec un complexe d'infériorité souvent, qui n'a pas sa raison d'être. Donc, c'est pour ça que c'est bon de voir le passé. Ensuite, on se concentre sur le présent, et on voit à partir du présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Moi, c'est ce que je crois. En incluant nos enfants, si je comprends. Toujours inclure les enfants, parce que ce sont eux l'avenir. Comme mes parents disent tout le temps, là, nous, on s'en va. Hein. Nous, on est vers la porte de sortie. Mais ce qui va rester, c'est les enfants. Donc, la transmission, c'est très important. D'où la raison pour laquelle je suis devenue conteuse. C'est que la transmission des valeurs, la transmission par rapport à nos ancêtres, je trouve que c'est très important
pour les jeunes. Et oui, ça se retrouve aussi dans... aussi dans mes tableaux. Quand vous parlez de la campagne de transmission et tout ce que vous avez dit, là, ça me fait voir le côté psychologie de votre voix, c'est ça. Donc, et puis je me pose la question, est-ce que cette casquette-là, en quoi est-ce que vous pouvez impacter positivement la communauté particulièrement immigrante avec votre casquette de psychologue et de travailleur social? Ça, je vais vous dire, c'est très intéressant. Et quand j'ai décidé de suivre ce cours, déjà, moi, j'ai toujours aimé la psychologie. Donc, j'ai toujours aimé en apprendre plus sur les autres, mais savoir comment ils pensent. Je donne un exemple. Quand j'écoute, par exemple, un film où est-ce qu'il y a des criminels, c'est pas le policier que j'écoute, c'est le criminel. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il a pensé comme ça, à quoi est-ce qu'il... Qu'est-ce qui s'est déclenché dans sa tête pour qu'il a fini par commettre un crime. Ça, c'est ce que j'écoute. Donc, ça me donne une idée. J'ai toujours voulu savoir pourquoi les gens avaient tel comportement par rapport à tel autre comportement. Donc, ça a toujours été là. Mais quand j'ai suivi ces cours-là de psychologie de travail social, c'est là que mon désir d'aider les gens en situation précaire, c'est là que ça s'est amplifié. Parce que là, je me suis dit, ces gens-là, souvent, pourquoi ils sont en situation précaire? Donc, je parle de gens en situation, par exemple, d'handicap intellectuel, les gens qui sont marginalisés. Je dis, pourquoi ils sont comme ça? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne les comprend pas. Donc, ils n'arrivent pas à rentrer dans le moule de la société, justement. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la boîte parce qu'on veut qu'ils rentrent. Donc là, ils ont une étiquette, par exemple, d'handicapé intellectuel aussi, de ça. Donc là, je me suis dit, je veux me concentrer sur ces gens-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée aussi de créer des ateliers d'épanouissement personnel par les arts. Donc, c'était vraiment, pour me concentrer au départ, c'était pour les jeunes en difficulté, mais ensuite, c'est devenu pour les jeunes qui avaient justement des pathologies mentales. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je suis allée voir dans la communauté. C'est là que j'ai eu un autre choc culturel. C'est que non seulement c'est tabou dans notre communauté, la santé mentale, mais en plus d'être tabou, c'est un concept abstrait. Pour eux, c'est les autres. Nous, on n'a pas ça. Hein. Si on dit à nos parents, par exemple, « Oh, je me sens un peu dépressif. » « Ah non, t'es fatigué, va te reposer. » Ou bien, une des choses qu'on dit souvent, « Va manger. » Va manger, tu as faim, ça va passer. Ou bien, va prier, va voir le pasteur, va voir le prêtre, ça va aller. Mais c'est pas vrai. C'est pas la façon de faire. Donc, ça a été un gros choc. Et il a fallu que j'aille en Haïti, où est-ce que j'ai voulu présenter ça à des psychologues haïtiens. Je me suis rendue là-bas. J'avais appelé ça « Nouveau départ ». Je me suis rendue en Haïti. Premièrement, la salle était presque vide. Presque vide, OK. Presque vide. Et je me suis dit, ben voyons, j'ai dit, c'est un projet intéressant. Pourtant, quand j'en parle aux gens ici qui ne sont pas la communauté noire, tout le monde est très excité, tout le monde a envie de participer, très emballé par l'idée. Mais quand j'arrive en Haïti, où sont les psychologues, où sont les artistes, où sont tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en parlant avec eux que j'ai compris vraiment pourquoi la communauté d'ici pense comme ça. Et ça, je vais vous dire, aller en Haïti, ça a été un voyage qui a vraiment ouvert mes yeux sur la façon de penser, la mentalité de la communauté par rapport à la psychologie, à la psychiatrie. En psychologie, ça passe. Psychiatrie, on n'en parle pas du tout. Pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, j'ai dit, OK, donc là, ça veut dire que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma façon de faire. Et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais appliquer des données québécoises à la communauté haïtienne. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que même si on est né ici, on a quand même la culture, nos parents nous la transmettent, donc notre façon de penser, elle est comme ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des façons de faire. Par exemple, la communauté aime beaucoup les arts. Donc, on va utiliser les arts. Donc, on va les faire travailler
avec l'art, travailler avec leurs mains, mais eux ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de suivre une thérapie. Donc, souvent, c'est comment ça peut impacter vraiment, c'est de faire comprendre aux gens ce que c'est. Et ça, c'est une autre chose aussi. Je me suis dit, je vais parler de mes propres blessures. Parce que souvent, on ne parle pas des blessures émotionnelles, parce qu'encore une fois, non seulement c'est tabou, mais c'est abstrait. Parler à des gens, aller voir sa mère pour dire « Maman, tu m'as blessée dans ma jeunesse ». Exactement, c'est la réponse qu'on c'est la réponse qu'on a dit. Comment t'es blessée? De quoi tu parles? Donc là, je me suis dit, un peu comme qui disait ça, Gandhi, je pense, si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. C'est ce que j'ai fait. J'applique la psychologie du travail social sur moi-même d'abord, sur ma famille, et ensuite les gens qui regardent, ils comprennent mieux, et là, je peux mieux travailler avec eux. Parce que souvent aussi, les gens veulent voir par l'exemple. Donc, c'est ça que je parlais aussi tout à l'heure d'ascension. Je ne montre pas juste le sommet. Moi, au contraire, selon moi, je ne suis même pas encore au sommet. Donc, je leur montre l'ascension. Je dis, écoutez, je suis tombée. Oui, j'ai eu des blessures par mes parents. Oui, j'ai dû aller passer par un processus de guérison. J'ai dû aller chercher de l'aide. Parce que ça, c'est une autre chose dans notre communauté. Chercher de l'aide. Chercher de l'aide, oui, pas extérieure. Donc, on va chercher de l'aide auprès à l'intérieur de la communauté. À l'intérieur de la communauté, et souvent, l'aide ne dépasse pas le cadre familial. Mais ma tante XY, là, même si elle veut notre bien, elle n'a pas nécessairement l'habilité de nous aider comme on doit être aidé. Donc, ma tante, ce qu'elle va nous dire, elle va parler, oui, elle va nous parler, elle va dire, oui, ok, d'accord, je comprends ce que tu veux me dire, viens manger. Mais la solution, c'est pas d'aller manger. Donc, moi, oui, je vais en parler, mais le reste n'est pas fait. Donc, il faut, avec mon parcours, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire comprendre aux gens, aller chercher de l'aide extérieure, ça n'enlève rien, ça ne met pas la honte sur la famille comme on pense là. Donc, moi, c'est ce que je montre. Moi, je suis allée chercher de l'aide extérieure. Et je suis allée chercher de l'aide à un moment où je ne pensais même pas avoir besoin d'aide. Parce que selon moi, tout allait bien. Jusqu'à temps que je tombe et qu'il y a quelqu'un qui me relève. Et quand cette personne-là m'a relevé, qui n'était pas du tout de la communauté, pas du tout de ma famille, en fait c'est un professeur, donc pas du tout de ma famille, quand elle m'a relevé, ça m'a fait comprendre aussi, il faut que je trouve le moyen de faire comprendre aux gens la beauté de l'accompagnement. Donc quand on se fait accompagner, c'est pas pour juger la famille, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas de mettre la honte sur la famille, pas du tout, au contraire, ça nous élève, ça nous fait devenir une meilleure personne. Et en devenant une meilleure personne, on peut juste impacter les autres et leur faire avoir envie de devenir de meilleures personnes. Donc, c'est ce que je fais. Tantôt, vous avez parlé vous avez beaucoup parlé du moment où vous étiez jeune, du choc culturel et tout. Et on sait très bien que beaucoup de jeunes issus de la diversité, donc les jeunes immigrants, font face à cet enjeu identitaire. Beaucoup. Particulièrement du secondaire. À partir du secondaire, ils font beaucoup face à cet enjeu de l'identité. Qui suis-je? Avec tout ce que vous avez vécu, vous-même vous êtes passé par là, quel conseil est-ce que vous donnerez à ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur direz? Quel conseil? Je sais que là, ça va avoir l'air du conseil de la femme de 43 ans, donc les jeunes ne vont pas nécessairement comprendre. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'écouter sa propre voix. Écoutez pas la voix des autres. Parce que la voix des autres, souvent, c'est cette voix-là qui nous mène sur le mauvais chemin. Donc, quand je dis la voix des autres, c'est que faut savoir qu'un enfant qui vient au monde, moi je le dis tout le temps, les enfants viennent au monde parfait. Ce sont des êtres parfaits, ce sont des êtres à part entière. Et ce sont les influences extérieures qui vont faire du jeune ce qu'il est, qui vont lui coller des étiquettes. Donc, il y a le premier cercle, c'est le cercle familial, donc les parents, les frères et sœurs, cousins, cousines, etc. Ensuite, on a le deuxième cercle qui est l'école. Et si l'enfant va à l'église, on a le troisième cercle qui est l'église. Donc, chaque cercle où on va nous dire qui on doit être. Mais il faut savoir que les gens qui nous parlent, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est parce qu'eux nous parlent selon leur perception. Ils vont nous parler selon ce qu'eux croient qui est bon pour nous. Mais nous, là-dedans, on ne s'écoute plus. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de s'écouter. Quand ils ont envie de faire quelque chose, par exemple, s'ils ont envie de choisir un métier, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce métier-là? Est-ce que tu le fais parce qu'on te force à le faire ou tu le fais avec tout ton cœur, ta passion?
Donc, s'écouter. Et l'autre chose aussi, ce serait, je leur dirais, d'aller voir les aînés. Les aînés, ce sont des bibliothèques, mais c'est une mine d'or. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé en fait. Vous voyez, c'est fou parce que l'autre jour, j'ai discuté de ça avec Chérie. Moi, mes deux publics que j'aime le plus, ce sont les enfants qui sont en pleine période d'apprentissage. Et j'inclus les adolescents aussi, et les aînés. Pas ceux de mon âge. Parce que de mon âge, tout le monde se cherche, donc ils n'ont pas les réponses que je veux. Mais les enfants, ce que j'aime avec eux, c'est que ils veulent en apprendre plus, ils veulent se découvrir, ils veulent essayer, ils veulent oser. Vous avez sûrement déjà vu un enfant de 2-3 ans. L'enfant de 2-3 ans ne va pas se poser la question, si je monte sur la table, est-ce que je vais tomber? Non. Il dit, j'ai envie de monter sur la table, je monte. Mais quand l'enfant arrête de le faire, c'est parce que quelqu'un d'autre lui a dit, descends, tu vas te faire mal. Mais avant ça, l'enfant ne sait pas c'est quoi la notion de se faire mal. Donc, il va essayer. Et nous, en tant qu'adultes, c'est ce qu'on veut faire. On veut oser, on veut y aller. Mais parce qu'on nous a arrêtés, on ne le fait plus. Et les aînés, eux, ils sont déjà passés par là. Donc, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est une oreille qui va écouter leurs conseils, qui va leur dire, écoutez, regardez, les aînés, regardez, on a vécu ci, on a vécu ça, voici comment on s'en est sorti. Alors, toi aussi, qui as des outils supplémentaires aujourd'hui, tu vas pouvoir le faire. Donc, allez écouter vos aînés. Et quand je vous dis écouter les aînés, c'est pas juste bonjour grand-maman, bonjour grand-papa, est-ce que tu as quelque chose dans le frigidaire? Non, c'est pas ça. C'est vraiment, posez-leur la question. Comment c'était dans ton temps, quand tu étais plus jeune? Moi, je vais vous dire, j'ai fait cet exercice-là avec ma grand-mère. Je l'ai fait, je ne vais pas dire tard, mais je l'ai fait quand même. Oui, je l'ai fait tard. J'ai fait tard, plus tard dans ma vie d'adulte, mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire adolescente. De m'asseoir avec elle et lui demander comment c'était. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Écoute, elle n'avait pas de cellulaire, elle n'avait pas d'Internet. Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu remontais les défis? C'était juste de leur parler. Et eux, je vais vous dire, ils adorent ça. Parce qu'ils peuvent justement transmettre leurs connaissances. Puis ils voient que quelqu'un s'intéresse à eux, mais s'intéresse à leur histoire. Parce que ça, je me souviens aussi que ma grand-mère me l'avait dit. Elle a dit, je suis tellement contente que tu me poses des questions parce que je sais que quand je ne serai plus là, quelqu'un va raconter mon histoire. Donc ça, c'est intéressant. Puis il faut savoir aussi, pour les jeunes, c'est beau Google, c'est beau TikTok, c'est beau tout ça. Mais souvent, c'est quelqu'un qui imite quelqu'un d'autre, qui imite quelqu'un d'autre, qui imite quelqu'un d'autre. Donc, quand vous finissez par imiter la tendance TikTok, vous venez d'imiter 150 personnes. Donc, vous vous perdez là-dedans. Et là, on se compare aux autres. Mais il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que la seule personne qui est votre vraie compétition, c'est vous-même. C'est la personne qui est devant le miroir. Donc, ces jeunes-là, pour de vrai, ils veulent se comparer, ils veulent être comme leurs amis, ils veulent faire mieux. Souvent, les parents aussi, j'arrive sur les parents. Les parents aussi, de la façon qu'on parle à nos enfants, les enfants veulent être mieux que leurs parents. Mais mieux que quoi? Parce que le parent, encore une fois, parle du sommaire. Il faut parler de l'ascension. Tu veux être mieux que quoi? Et ça, c'est une autre chose. La crise identitaire n'arrive pas simplement aux jeunes. Parce qu'encore une fois, le jeune, il vient au monde, mais il y a quelqu'un qui l'éduque. Donc, selon la façon qu'il est éduqué, c'est là qu'il risque de se perdre. Donc, il y a un travail pour l'identité des jeunes, il y a un travail de parents aussi à faire. Donc, apprenez à votre enfant à être lui-même. Là, je sais que j'entends les voix. J'entends les voix de la communauté, j'entends les voix des ancêtres là, qui me disent hey, c'est pas ça. Mais c'est ce qui nous manque aussi, ce qui nous a manqué. Moi, c'est ce qui m'a manqué en tant que jeune, de savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Parce que peut-être que ma carrière d'artiste, j'aurais commencé à 15 ans, au lieu de la commencer à 41 ans. Donc, qui je suis là-dedans? Donc, il faut, en tant que parent, d'accepter que l'enfant, comme j'ai dit, est une personne à part entière. L'enfant est, comme dit mon mentor, l'enfant est dans sa toute puissance, comme on dit là. Donc, il faut encourager l'enfant selon ce que lui aime et non pas ce qui va être bon pour nous. Pour les parents. C'est pas, oui, exactement, c'est pas le travail de l'enfant de relever, si on veut, le nom de la famille. C'est pas à l'enfant. C'est pas son rôle du tout. Ça a été notre rôle à nous d'être un enfant, ensuite d'être adulte, d'être un parent. Mais il faut laisser l'enfant être un enfant. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que souvent, c'est comme ça que les enfants finissent par prendre le mauvais chemin, si on veut. Parce qu'ils veulent l'attention à la maison, ils ne le trouvent pas, ils vont chercher ailleurs.
Est-ce que c'est de leur faute à l'enfant? Non. Parce que l'enfant, pas juste l'enfant, l'être humain même veut être aimé. Il veut être réconforté. Il veut aussi, parce que l'être humain ne veut pas, on a une mentalité de clan, on veut faire partie, comme les jeunes ici disent, de la gang. Donc, on veut en faire partie. Donc, si on est trop différent, ça aide pas. Déjà, souvenez-vous, si l'enfant vient de la communauté noire et le quartier où il n'y a pas beaucoup de gens issus de la diversité. Déjà là, lui, automatiquement, je suis différent. Mais je ne veux pas être trop différent. Donc, ils se font dans la masse. Mais à force de se fondre dans la masse, il disparaît. Et s'il disparaît, c'est là que lui se sent pas bien. Il se perd, il se sent pas bien. Alors, il va chercher quelque chose pour compenser. Il va chercher quelque chose pour essayer de se redonner un petit peu d'estime. Il va essayer de chercher quelque chose pour se redonner confiance, mais souvent, ce n'est pas les bonnes choses. Ou il va essayer d'imiter quelqu'un en se disant, lui a réussi, je veux faire pareil. Mais non. Il faut vraiment aussi aller voir, ça c'est quelqu'un que je respecte beaucoup qui m'avait dit ça, de dire aux jeunes d'aller voir des gens qu'ils aspirent à être. Qui veux-tu être? Mais quand je dis qui tu veux être, c'est pas nécessairement le côté millionnaire. C'est qui tu veux être. Donc, la personne que tu suis sur Instagram, pourquoi tu la suis? Qu'est-ce qui t'intéresse de cette personne-là? Est-ce que c'est sa façon de penser? Est-ce que c'est sa façon de traiter les autres? Est-ce que c'est sa façon, justement, d'être elle-même? Est-ce que c'est sa façon d'être authentique? Ça, c'est le mot qu'il faut se souvenir. Authenticité. Qui es-tu? Quand tu te lèves le matin là, et que tu t'habilles, est-ce que c'est toi que tu vois ou tu es habillé comme ta meilleure amie? Tu comprends? Donc, c'est bon d'avoir des amis, de leur ressembler, mais il ne faut pas les imiter. On peut s'en inspirer. Ça, c'est important aussi pour les jeunes de se souvenir. Il faut s'inspirer des gens, pas copier. C'est comme, par exemple, mes enfants, des fois, ils font des travaux et là, ils vont voir sur Google, par exemple, qu'est-ce que quelqu'un a déjà écrit ou ils vont... Des fois, je leur dis, mais vous ne pouvez pas juste copier-coller. Il faut comprendre pourquoi la personne a écrit ça. Je dis, des fois, lâchez Google puis allez lire un livre. Dans le livre, vous allez en apprendre beaucoup plus que juste quelque chose que quelqu'un d'autre a lu dans un livre, qu'il a compris à sa façon. Non. Essayez d'apprendre par vous-même. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et souvent, le jeune, c'est drôle, mais on va leur demander, qu'est-ce que tu aimes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Tu veux manger quoi? Je ne sais pas. Mais c'est pas que tu ne sais pas, c'est que souvent, c'est que tu sais ce que tu veux, mais tu te poses la question, est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que je peux dire à mon père que je n'ai pas envie d'être avocat comme lui? Je n'ai pas envie d'être ingénieur. J'ai envie de faire de l'aide humanitaire. Souvent, c'est ça que tu as envie. Quand tu te lèves, c'est ça que tu ressens. Écoute, tu vas regarder des gens, tu vas faire des recherches sur, justement, Mère Teresa, Gandhi. Si tu fais des recherches sur ces gens-là, peut-être qu'il y a quelque chose chez eux qui t'attire. Et c'est probablement pas la richesse, parce que c'est pas ça qu'ils avaient. Comprends? Donc, il y a quelque chose qui t'attire, donc n'aie pas peur de t'exprimer. Les jeunes ont peur souvent de dire ce qu'ils ressentent vraiment. Ils disent ce qu'ils pensent que les gens veulent entendre. Et moi, souvent, quand je parle aux jeunes, je leur dis non, je ne veux pas savoir qu'est-ce que ta mère veut, qu'est-ce que ton père veut. Toi, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui disait que quand tu admires une personne, c'est parce que ce que tu admires en cette personne, tu l'as en toi. Probablement. Moi, j'irais même plus loin. Ce que tu admires chez l'autre, c'est souvent cette chose-là est en toi et elle veut sortir pour aller à la rencontre de cette autre personne-là. Donc, souvent, c'est ça. Et on va voir aussi, même si on voit une foule, parfois on va rentrer dans un endroit où on ne connaît pas, on connaît personne, on connaît peut-être une ou deux personnes, mais intuitivement, on va être attiré vers quelqu'un. Ben ça, ce sont nos âmes qui se parlent. Donc, la personne vers qui tu es attiré, elle a quelque chose à t'apprendre ou toi, tu as quelque chose à lui apprendre. Donc, vas-y. C'est tellement passionnant de vous écouter qu'on passera des heures, mais malheureusement, il faut bien qu'on mette un terme à notre entretien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut m'arrêter. Donc, pour finir, on ne peut pas finir sans parler... On va finir sans parler
de l'exposition que vous allez faire. Oui. Vous avez une exposition à faire du 1er février Du 1er au 24. au 24 février. Du 1er au 24 février, c'est ça. Donc, du 1er au 24 février, dans le cadre justement du mois de l'histoire des Noirs, je vais exposer mes tableaux avec leur petite histoire qui vient avec. Donc, j'aurai des petits formats et des plus grands formats. Maintenant, je vais me faire chicaner, mais j'ai oublié l'adresse. C'est au 441 à l'avenue La Fleur, au niveau de Samy Fruits. Oui, ok. Donc, c'est tout près de Samy Fruits. Il y a comme une galerie là-bas et les œuvres seront exposées du 1er au 24 février. Du 1er au 24 février. Sinon, si je peux faire, j'inviterai les gens à venir me visiter sur ma page Instagram, ma page Facebook, qui est l'envol de la pensée. Je vais mettre les informations là-dessus, donc je vais mettre l'adresse. Je vais mettre l'adresse, les dates, les heures aussi, parce que c'est entre certaines heures. Si je ne me trompe pas, ça commence mercredi. Donc, je crois que les expositions sont du mercredi au... Là, je ne vais pas me tromper, donc je ne le dirai pas. Mais je vais mettre toutes les informations sur ma page. Il y a d'autres tableaux aussi. Il y a mes anciennes collections que les gens peuvent voir aussi. Donc, moi, je travaille de façon très intuitive. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, avant de créer, je me connecte. Donc, ce que je fais, c'est que soit je vais faire une période de méditation, une période vraiment de calme plat. Pourquoi je fais ça? C'est que, comme j'ai dit, je ne veux pas créer juste pour créer. Moi, je veux que mon œuvre parle à son acquéreur. Donc, ce que je fais, c'est que je me connecte avant de commencer. Je me dis, OK, donc, qu'est-ce que je crée aujourd'hui? Quel message est-ce que je dois donner à quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a besoin d'entendre quelque chose? Et c'est là que je crée. Donc, comme je dis, celui-là, c'est Main dans la main avec Dieu. Elle ici, elle s'appelle Gaïa, donc la terre. J'en ai d'autres qui vont s'appeler Royalty, donc pour qu'on se souvienne que la communauté noire, nous venons de la royauté. Il y en a d'autres, bon, là, j'essaie de trouver. Il y en a une que j'ai appelée Healing, parce que c'est celle qui représente justement mon processus de guérison. Donc, tout ça, c'est dans les œuvres qui vont être exposées. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte à l'exposition. J'ai hâte de voir mes œuvres sur les murs. Tes jolis tableaux. Oui, j'ai hâte de voir. Vraiment très, très beau. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir la réaction des gens. J'aime particulièrement celle-ci. Celle-ci. Elle inspire la vie. Oui, ben c'est ce que c'est. C'est le marcher main dans la main avec Dieu, c'est ça. C'est la vie que l'on mène, c'est la vie que l'on pense que l'on n'a pas et pourtant qui est là avec nous. Parce que comme ma mentor dit souvent, c'est que Dieu, c'est notre Père. Mais comme je dis, c'est pas seulement le Dieu religieux, c'est le Dieu, l'être suprême, le grand architecte, comme on dit là. Mais il est comme un Père pour nous, dans le sens que quand on va voir notre Père, chez papa, je veux ça. Le plus souvent, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mon enfant, tiens. Papa, je veux ça. Oui, mon enfant, tiens. Mais quand on lâche sa main, dans le sens que quand on déroute un peu des valeurs qu'il nous a transmises, c'est là qu'il peut nous dire non. Ou peut-être, ou attends un peu. Mais tant qu'on marche main dans la main avec lui, qu'on suit les valeurs, c'est toujours oui la réponse. Donc, c'est pour ça que j'ai créé. Donc, souvent les pierres, parce que moi, je joue aussi dans les cheveux, parce que je trouve que les cheveux des femmes noires, ce sont leurs couronnes. Donc, je mets beaucoup de brillant parce que notre couronne brille. Mais ce n'est pas juste notre couronne, le cheveu qui est à l'extérieur, parce qu'il y a une partie du cheveu qui est à l'intérieur aussi, qui touche à notre magnifique cerveau, comme on dit là. Donc, notre beauté, elle est intérieure, elle est extérieure, mais notre brillance aussi. Parce qu'il faut savoir que notre lumière, ce que je mets dans mes tableaux aussi, vous voyez, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de bling, comme on dit. C'est pour rappeler à la femme noire. Comme j'ai dit, j'ai des tableaux en fait d'hommes qui sont un hommage aux hommes qui sont dans ma vie, les hommes importants dans ma vie. Mais c'est pour lui rappeler justement sa lumière. Même si les gens, les défis, tout ce qu'on vit au quotidien essaie d'éteindre notre lumière, ils ne pourront jamais, à moins que nous, on leur permette ça. Donc, c'est important de leur rappeler que la lumière, elle est toujours en nous.
Merci, merci. de ressortir. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on est arrivé à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Mon mot de la fin. Un dernier mot. Un mot? Juste un mot? Juste un mot. Alors, si le mot avec lequel je repartirais, le mot que je partagerais avec tout le monde, c'est bienveillance. Mais bienveillance, juste faire attention parce qu'on a souvent tendance à être bienveillant envers les autres. Mais il faut être bienveillant également envers nous-mêmes. Parce que la première personne dont on doit prendre soin, c'est nous. Parce que... J'ai une petite question. Un mot? Une petite question et puis avec une réponse courte. Je me pose souvent la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a pas... Les personnes ne sont pas souvent bienveillantes de façon ciblée. Est-ce qu'il n'y a pas la bienveillance ciblée? C'est-à-dire que tu es face à une personne, tu es bienveillant parce que tu es face à cette personne-là. Mais quand tu es face à une autre personne, tu oublies la bienveillance. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens, mais la réponse que j'aurais par rapport à ça, c'est que ce n'est pas la bienveillance qui est ciblée. Parce que bienveillance, c'est de prendre soin de l'autre sans s'accaparer de son problème. Parce que c'est ça. Bienveillance, c'est vraiment, je reconnais que tu as un problème, mais je vais prendre soin de toi, mais pas nécessairement de ton problème. Ça va un peu avec l'empathie, si on veut. Donc, il y a l'empathie, il y a la sympathie. Hein? La sympathie, c'est, je te vois pleurer, je pleure aussi. Pas parce que j'ai mal aussi, mais parce que tu pleures, je pleure. Ça, c'est la sympathie. L'empathie, c'est je reconnais que tu as mal, je vais trouver les moyens pour t'aider, mais ton problème ne m'appartient pas. Okay? La bienveillance qui arrive souvent, c'est qu'on a tendance à penser que c'est le synonyme du complexe du sauveur. C'est là souvent qu'il y a un problème. Donc, ce qui va arriver, on va avoir un enfant, on va être bienveillant envers lui. Viens mon chéri, viens, tu as faim? Viens avec moi, je vais t'aider, je vais te dorloter. Ce même enfant-là, rendu à 14-15 ans, maman, j'ai faim, débrouille-toi, va dans le réfrigérateur. Ce même enfant-là va grandir, il va devenir, par exemple, le mari de quelqu'un ou un homme adulte. J'ai faim. Ben là, je suis pas ta servante, je suis pas ta mère, débrouille-toi. Mais c'est la même personne qui a grandi. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est notre complexe du sauveur. Plus petit, on peut l'aider, on doit l'aider, c'est notre devoir de l'aider. Plus vieux, débrouille-toi tout seul. Bien compris. Voilà. Donc c'est ça le problème de la bienveillance. Et c'est ce qu'on fait aussi avec nous-mêmes. Dans le sens, là je vais faire ça court aussi, dans le sens que, juste un petit exercice minuscule, si votre ami vient vous voir et qu'elle vous dit « j'ai un problème X, Y, Z, je ne sais pas comment le régler, je ne sais pas quoi faire », votre premier réflexe c'est « ne t'inquiète pas, on va trouver une solution, on va trouver un moyen d'y arriver, c'est quoi ton problème ?» Oh, mais écoute, c'est pas grave, tracasse-toi pas avec ça, c'est bon. Ça, c'est l'ami. Nous allons avoir exactement le même problème. Notre premier réflexe, mon Dieu, je suis idiote. J'aurais jamais dû faire ça. Mais on va pas dire ça, notre ami. Donc, la bienveillance, quand je dis envers nous-mêmes, c'est qu'il faut se traiter comme on traite nos amis. Et en faisant ça, en étant bienveillant avec nous-mêmes, c'est là qu'on comprend comment être bienveillant avec l'autre. Et qu'on comprend, est-ce que là, j'essaie de le sauver ou je suis bienveillant avec lui? Donc, c'est là que la bienveillance, c'est qui va rentrer. Merci. Mais ça, on refera une autre entrevue de ça. Là, on parlera justement du côté coaching. Exactement. Et thérapeute. On se reverra. Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir. Et à vous, je vous dis rendez-vous à la prochaine émission. Merci.